évidemment, quand on m'a demandé de faire un focus sur le Grand Paris, il m'a semblé important de revenir en arrière, de voir d'où ça pouvait venir. Et je vous propose ce soir une conférence. Évidemment, nous allons parler largement du Grand Paris, mais sur ses approches métropolitaines. Et j'ouvre sur ce dessin d'actualité, puisqu'il est issu, je l'ai volé dans l'exposition d'à côté, sur l'architecture et bande dessinée, la ville dessinée. Vous voyez qu'on est complètement raccord avec le sujet. C'est un dessin de Mazzucchelli d'après le roman de Paul Auster, Cité de verre. Il me semblait que c'était l'image de ce promeneur sur la grille de Manhattan était l'image qu'il fallait pour ouvrir notre conversation de ce soir. Alors, évidemment, dans les grandes références métropolitaines, il y a ces villes commandées par les politiques. Je parlais là de Nehru, qui dans les années 47 va donc imaginer une nouvelle capitale pour le Pendjab. Et il va demander évidemment Le Corbusier, in fine, après de nombreuses étapes, les Anglais, les Américains, de dessiner le projet. Ce qui est très intéressant dans l'étape de Chandigarh, et vous verrez que tous les exemples que j'ai choisis, évidemment, c'est pour mieux vous ramener au Grand Paris, car les thématiques issues du Grand Paris sont en effet déjà en débat et on pourrait dire à l'œuvre depuis une cinquantaine d'années. Donc Chandigarh, c'est la ville nature. Et ce qui est très intéressant, là, vous avez un dessin des jardins en creux proposé par Le Corbusier. C'est qu'il disait, et c'était la conférence de presse en 1951, il n'y a pas de banlieue possible à Chandigarh. Alors, c'est extraordinaire. Ça c'est une sorte de défi. Évidemment, les faits lui ont prouvé le contraire. Sauf qu'ils avaient pris, et ça c'est très intéressant, la précaution de faire une sorte de ceinture verte de façon à ce que les terrains ne soient pas urbanisables. Donc là, il y avait une ceinture de protection, exactement comme on le verra sur Londres avec la Green Belt, qui voulait préserver la ville. Donc vous verrez que cette question de la ville nature est une question qui va beaucoup revenir dans le Grand Paris. Évidemment, le deuxième exemple mythique est la nouvelle capitale du Brésil avec Lúcio Costa en 56, ville qui va se construire en 4 ans, donc avec une vitesse phénoménale, ex nihilo, car les deux cas, et c'est pour ça que je les cite, c'est à partir de rien. Or, le Grand Paris, vous le verrez, c'est évidemment à partir de tout. Et c'est là la grande différence. Mais la question du master plan, c'est comment imaginer la ville, est-elle toujours opérante aujourd'hui? J'y répondrai un peu plus tard. Donc, à Brasilia, c'est autre chose. C'est évidemment le grand plan donc de cette croix, de cet grand oiseau ouvert qui définit les super quadras dessinés par les plus grands architectes brésiliens, dont évidemment Oscar Niemeyer, et avec la complicité du paysagiste dont nous reparlerons l'année prochaine, Roberto Burle Marx, donc ville-paysage. Alors cette image, je l'ai trouvée absolument extraordinaire, c'est qu'on voit le président Kubitschek avec son architecte, son urbaniste Lúcio Costa, qui vont définir l'eixo monumental, c'est-à-dire le grand axe structurant. Donc, et il se trouve qu'en 59, André Malraux a eu cette phrase descendant de l'avion, énergie, audace, confiance, elle est la capitale d'une nouvelle civilisation. Tout était dit, on était dans la grandiloquence, on était dans le master plan comme une œuvre d'art. Et je vous rappellerai que l'UNESCO a donc choisi cette ville comme justement l'un des patrimoines modernes au même titre que Le Havre. Donc la grille moderne, elle nous a laissé ça c'est une photo d'époque et on voit bien à quel point la mobilité est au cœur de la réflexion paysagère, mais dans une optique évidemment qui peut être très critiquable puisque ce sont des avenues qui distancient, c'est-à-dire qui vous mettent à distance, on pourrait presque dire des freeways comme on dirait à Los Angeles, avec des grandes avenues qui desservent tous ces quartiers composés d'une manière absolument extraordinaire. Donc aujourd'hui, l'idée évidemment, c'est de densifier Brasilia. Est-ce possible? C'est un débat ouvert. Et il se trouve que cette ville de Brasilia, qui a été bloquée à 500 000 habitants, a laissé proliférer autour pas moins de 17 villes satellites, ce qui montre à quel point, là aussi, il y a les limites d'un exercice. Autre exemple très important sur ces démarches métropolitaines, le projet de Kenzo Tange pour Tokyo Bay 1960, qui lui n'a jamais été construit, mais qui précisément se plaçait dans une optique de reconquête de territoire
on pourrait presque dire de conquête tout court, sur l'espace marin, l'espace maritime, avec évidemment la question de la mobilité et la question de la densité au cœur de cette articulation de différentes métropoles, Yokohama, Tokyo. Donc voilà le travail qu'il proposait à l'époque. On voit que architecture et infrastructure sont intimement liés. Donc, ce projet n'a pas eu de suite. Des architectes français avaient participé aussi à cette réflexion dans le sillage de Kenzo Tange. Je veux parler de Paul Mémon. Et aujourd'hui, Jacques Rougerie continue à imaginer des villes sous-marines. Donc évidemment, vous allez voir, vous allez me dire, oh là là, on bascule d'un coup, on change d'échelle, tout ça, c'est volontaire, tout ça, c'est pour vous expliquer les schémas et les différentes approches. Et pourquoi je parle de Ricardo Bofill, en effet, en 1964 ? Parce que ça fait l'objet d'un grand débat en France, que le débat sur la ville a été polarisé sur la question, en effet, très néoclassique de cet ordonnancement. Or, quelle était la question qui était posée à Ricardo Bofill ? C'était aussi la reconquête. Ça s'appelait la reconquête du Lez, cette petite rivière qui est en bas de la ville. Et il y avait une immense friche militaire que l'armée venait de libérer. Et là s'ouvrait le champ d'une expérimentation architecturale. Il se trouve qu'elle a été purement stylistique, avec le résultat que vous voyez là, je vous en laisse juge. D'une manière beaucoup plus dynamique, une décennie plus tard, Euralil répondait à la demande de Pierre Mauroy de faire de Lille une nouvelle capitale européenne, et il va imaginer ce concept de turboville, donc de la ville sur les réseaux. Et là, on rentre déjà beaucoup plus dans l'histoire du Grand Paris, parce qu'on va voir que précisément, on va construire la ville sur la ville, que précisément la question de la mobilité va être indissociable de la question urbaine, et elle va en être même le moteur. Donc là, c'est toute la philosophie de Rem Koolhaas sur justement la congestion urbaine, ce que beaucoup de gens lui ont reproché. Néanmoins, c'est un des projets les plus laboratoires, les plus intéressants qu'il soit. En France, regardez, c'était juste 10 années après Bofill. On voit comment on va basculer d'une approche complètement stylistique à une approche beaucoup plus conceptuelle, beaucoup plus moderne. Donc lui, il partait du principe qu'évidemment, la ville, eh bien, elle était sur ces tubes, les tubes où les trains passaient à 260 à l'heure, et allait aussi bien connecter Londres, Bruxelles ou Paris, parfois en oubliant Lille d'ailleurs. Mais bon, ça c'était l'histoire. En tout cas, en termes de géopolitique, c'était tout à fait intéressant de l'imaginer comme ça. Ça a donné ce projet-là. Évidemment, ça a manqué un peu d'économie pour développer tout le projet, avec Shinohara et d'autres architectes qui avaient été invités à construire des tours sur les voies. Mais vous avez là Christian de Porzampar, Claude Vasconi et Jean Nouvel qui ont articulé justement tous ces éléments de programme sur la gare, faite par Jean-Marie Dutilleul, et avec le regretté Deslogier qui a fait le viaduc bien nommé Le Corbusier. Donc voilà, ça a été l'exemple d'extension de ville où on ne touche pas à la ville ancienne, on vient se connecter justement à elle pour mieux se connecter à toute l'Europe. Libarour est évidemment d'une autre échelle, puisqu'il va s'agir, on est dans la Ruhrgebiet, donc ça veut dire la région de la Ruhr, et là nous avons un projet urbain qui va faire l'objet d'un des plus grands laboratoires architectural, urbain, paysager, culturel, social, artistique, et qu'il va s'étendre sur 87 communes. Donc là, on a vraiment un travail sur l'intercommunalité, donc la question de gouvernance. Et les Allemands, là, le Land, va donc demander à ce qu'on organise ce qu'on appelle une IBA, c'est-à-dire Internationale Bauausstellung, qui veut dire, en fait, une exposition grandeur nature, c'est à échelle 1. Donc on va expérimenter des véritables concepts architecturaux et urbains à l'échelle de ce territoire. Ce qui est très intéressant dans cette démarche, c'est que, évidemment, on partait d'un constat terrible, c'est-à-dire que la Ruhr était complètement j'allais dire, avait le moral dans les chaussettes, si vous me passez l'expression. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'économie, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire qu'il fallait absolument trouver l'époque de la post-industrie. Et justement, ça s'est fait par la culture, les services et évidemment l'écologie. Donc la trame verte va remplacer la trame noire de l'industrie. C'est ça qui va faire le projet d'Emscher Park. Et dedans, ça va être le plus grand laboratoire pour les architectes, les paysagistes, car le paysage va prendre évidemment une dimension extraordinaire. Ce qui est très important à souligner, c'est que les Allemands ont expérimenté là ce que d'autres vont faire, et je vais en parler dans quelques minutes en France, ce qu'on appelle le déjà là. C'est qu'ils partaient du principe que précisément, puisqu'on parlait de développement durable, il fallait démolir le moins possible et donc toujours trouver une solution pour
évidemment réutiliser les choses. Et il se trouve que sur la mine de Zollverein, qui était la plus grande mine allemande dans les années 20, eh bien, au lieu de démolir les infrastructures, on a demandé aux plus grands architectes de les transformer. Vous avez à droite le travail de Rem Koolhaas sur l'un des plus grands chevalements et autres équipements miniers, et puis à côté, l'école faite par Seijima, donc le Pritzker Prize de cette année, sur le même site. Et juste avant, Norman Foster avait transformé des fours en centre de design. Donc on a là quelque chose de tout à fait intéressant sur la reconversion industrielle, mais aussi sur la reconversion. Là, vous avez l'art qui va rentrer. Vous verrez que nous parlons de l'infiltration de l'art dans les territoires. Là, c'est le travail de Misha Kubal, donc un grand artiste allemand qui va transformer la Ruhr, donc il va faire vivre les infrastructures autrement. Et je ne vais pas développer plus loin Hampshire Park, mais évidemment, il y a beaucoup le théâtre, beaucoup le sport. Vous avez, par exemple, les gazomètres ont été transformés en lieu d'entraînement pour les plongeurs, par exemple, quand ce n'est pas Christo qui a fait une installation absolument extraordinaire. Donc on a vu à quel point les grandes infrastructures industrielles qui pouvaient partir à la casse pouvaient au contraire avoir un avenir absolument phénoménal. Et maintenant, si vous allez là-bas, il y a ce qu'on appelle l'Industrie Route, et vous pouvez aller justement de Richard Serra à Christo, en passant par tous les autres artistes contemporains, tout en traversant ces équipements tournés vers le social, la culture et l'écologie. Autre reconquête très intéressante, celle de Renzo Piano. Alors là, on est en centre-ville, et évidemment, c'était dans le cadre de la réunification d'une ville, de la réunification allemande, et l'installation de la capitale sur ses anciennes bases. Sur ce lieu, il passait le mur. Il n'y avait rien, c'était évidemment le lieu de la séparation. Renzo Piano a travaillé sur une articulation avec le Kulturforum. Le Kulturforum, je le rappelle, c'est le lieu où ont été rassemblés peut-être trois des plus grands chefs-d'œuvre de l'architecture. Je veux parler de la bibliothèque de Hans Scharoun, de la philharmonie du même architecte, et puis de la Staatsgalerie de Mies van der Rohe. Donc, on avait là trois objets absolument extraordinaires dans une sorte de no man's land urbain, puisque c'était une sorte de cul-de-sac. Après, c'était le mur. Donc, il fallait réarticuler la ville avec, justement, la récupération de ces territoires de l'ancienne Allemagne de l'Est. Donc, c'est un projet d'interface tout à fait intéressant. Et là, on trouve... C'est un peu la rue de Rivoli, si vous me permettez cette comparaison, ça va vous surprendre, mais la rue de Rivoli, on prend une seule, il faut qu'il y ait une seule architecture. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a décliné, Renzo Piano a décliné le concept de la rue de Rivoli d'une autre manière, c'est qu'il a travaillé sur l'unité dans la diversité. C'est-à-dire qu'une seule peau pour chaque architecte, mais à chaque fois, c'est une architecture différente. Alors là, vous avez la façade côté espace avec ce grand plan d'eau qui vient s'articuler avec la galerie. Et de l'autre côté, justement, ce qui fait l'interface avec les autres quartiers. Voilà. Ce travail sur Potsdamer Platz, évidemment, est d'une autre échelle que celui de la Ruhr, mais il rentre dans ces phénomènes de reconquête, de laboratoire, et justement de construire dans le construit. Vous voyez, ça, ce sont des choses qui vont absolument être développées dans le Grand Paris. Hambourg, Hafen City, est un des plus grands projets en Europe aujourd'hui. C'est la reconquête, là aussi, des espaces portuaires. Donc, ce projet de Kees Kriegstrense, un Danois, associé à une équipe allemande Astok, en 99, donne lieu à ce très, très grand projet urbain dans l'une des plus belles villes d'Allemagne, ville hanséatique, évidemment avec un passé extrêmement glorieux, et qui doit évidemment faire avec la mutation de son port. Donc, on voit bien que là encore, c'est une question de mutation, et que la question métropolitaine, là, va donc tout de suite poser la question du rapport à l'eau. Évidemment, ça c'est contextuel, c'est géographique. Et les architectes vont beaucoup travailler avec cette question de l'espace public. Comment faire justement donner ces possibilités d'interface avec l'eau. Il se trouve que dans cet immense territoire, eh bien, les plus grands architectes ont été convoqués, on pourrait dire invités, à participer à cette expérimentation urbaine, avec Rem Koolhaas en haut, qui va faire un centre de congrès, et puis en dessous, là,
la fantomatique philharmonie de Herzog et de Meuron, qui elle-même pose la question de la réutilisation d'un bâtiment ancien. C'est-à-dire qu'il y avait là un entrepôt, qui est la base que vous voyez, et ils vont construire au-dessus, tout en transformant la base. Donc on voit bien qu'on est là encore dans une logique de déjà là. Ce bâtiment était absolument magnifique, il n'y avait aucune raison de le détruire, c'est ce que disent encore les Allemands, et il se trouve qu'ils lancent un concours dessus, et Herzog et de Meuron, exactement comme l'ont fait à Tate Modern, car je rappelle qu'ils étaient les seuls à ne pas détruire le bâtiment, ont proposé sa réutilisation totale. Rem Koolhaas encore, cette fois sur Almere. Almere est une ville satellite d'Amsterdam, c'est de l'autre côté, c'est à... disons, un quart d'heure, et c'est une ville dortoir qui a été construite à la fin des années 60, et évidemment une ville très impersonnelle, où les gens, ce qu'on appelle les commuter towns, c'est les villes où on va vraiment dormir uniquement. Heureusement, il y a un très beau paysage autour, ça c'est évidemment on est sur des polders, et dans une phase nouvelle et de développement, eh bien, on a demandé à Rem Koolhaas de réfléchir à un nouvel aménagement urbain. Alors là, il ne va pas du tout travailler sur la même thématique que celle de Lille, qui était donc la turboville, comme je vous le disais tout à l'heure. Il va néanmoins intégrer la mobilité à l'espace urbain pour justement créer plus d'urbanité. Et c'est là aussi une évolution très intéressante. C'est-à-dire qu'on va être dans un concept qui va être beaucoup moins radical, comme ça a été le cas à Lille, pour être au contraire dans une approche, on pourrait dire presque plus urbaine, au sens urbanité du terme. Donc voilà le grand plan dans lequel Christian de Porzampar a gagné l'espace central, qui est ce grand carré, qui donc est un modèle de densité, puisque vous avez une couche de transport avec tous les niveaux de transport qui irriguent la plaque du dessous, puis vous avez une plaque de commerce que voici, puis des logements, et en plus des logements étudiants. Donc on a bien là, dans cette figure urbaine et de ce grand plan, un modèle de densité, c'est-à-dire qu'on a construit la ville sur la ville, vous voyez, de multistrates, et on y a mélangé les fonctions. Vous verrez que ce sont des thèmes sur lesquels les architectes du Grand Paris insistent énormément. Donc voilà les projets qui sont à l'œuvre. Barcelone, évidemment. Barcelone, qu'on pourrait qualifier de la capitale de l'urbanisme européen peut-être. Et il se trouve que Josep Eusebio, qui dirigeait le service d'urbanisme de la ville après Boïgas, eh bien, a eu comme commande d'imaginer l'après-Jeux Olympiques. Que pouvait-on faire comme événement urbain pour précisément dynamiser la ville qui avait formidablement retourné la situation? Eh bien, ils vont faire la prolongation de la diagonale del Mar, donc, qui était prévue par Cerda dans le premier projet, et qui va donc réaliser complètement, qui va traverser ces quartiers que vous voyez ici de Poblenou, donc qui étaient des quartiers plutôt d'ateliers, un peu industriels et autres, et le long de cet axe vont se développer des grands bâtiments, notamment quelques tours, avec celle de Jean Nouvel que vous voyez là dans l'arrière-plan, qui évidemment est en écho de la Sagrada Familia, qui elle-même est en dialogue avec la tour de Foster sur la colline. Vous voyez, ça c'est pour les points hauts. Parce que vous voyez, les points hauts, c'est aussi quelque chose qui va être beaucoup débattu dans le Grand Paris. Là encore, polémique toujours sur les tours. Et donc, au bout de cette diagonale del Mar, évidemment, il y a la mer. Et ce qui est intéressant dans cette histoire de projet du Forum, c'est la transformation d'une nuisance urbaine absolue, c'est-à-dire une usine de retraitement qui, évidemment, aurait tout pollué, je veux dire, visuellement. Et donc, tout le projet de l'espace public vient, au contraire, occuper la 5e façade et vient récupérer un territoire qui était un territoire, on pourrait dire, interdit aux citadins. Donc là, on a une démarche urbaine tout à fait intéressante de reconquête. C'est au bout de cet axe que, là aussi, des architectes ont beaucoup travaillé. Vous avez, évidemment, d'une manière extrêmement formelle et parfois discutable, mais là, ce soir, on parlera moins d'architecture que de ville, on est bien d'accord, mais néanmoins, je persiste à dire que les objets urbains comme cela participent de l'animation de la ville, et ce sont des objets, évidemment, des focus, ce sont des objets attracteurs. Il se trouve que, en l'occurrence, ça ne marche pas très bien, mais là, vous avez le triangle bleu-clin d'Herzog et de Meuron, donc dans une figure hyper classique, et puis l'écran photovoltaïque de Torres et la Peña, qui sont les architectes, de tout l'espace public. Donc évidemment, le projet n'est pas forcément uniquement ce monument que je vous montre, qu'évidemment son inscription dans un paysage global. Et donc, n'oubliez pas que ça aussi, c'est une reconquête. On a vu les reconquêtes à l'allemande, là c'est une reconquête à la catalane, mais forte,
très forte, puissante, évidemment, intégrant la mobilité, car évidemment, le tramway vient jusqu'ici et l'ensemble du projet enterre l'autoroute pour justement donner ça aux citadins, encore une fois. Alors évidemment, comment parler des approches métropolitaines sans parler de l'île de Nantes? Ça serait impossible. Et donc le travail d'Alexandre Chemetov, tout à fait exceptionnel sur l'île de Nantes, avec ce fameux plan guide. Il en a lui-même fait une conférence brillante ici, donc je ne développerai pas pendant 3 heures. Ce que je voudrais dire, c'est que la Samoa, donc l'aménageur urbain qui est en quête d'une nouvelle centralité à Nantes, évidemment s'est inspiré d'Emshore Park. Et ils le reconnaissent eux-mêmes. C'est-à-dire que la démarche d'Emshore Park, le process mis en place par les Allemands, était totalement applicable et appliqué à Nantes. Alors évidemment, ce n'est pas du tout la même chose, parce que je dis, mais il se trouve que cette démarche du déjà là, que se poser la question de savoir comment des chantiers navals, des grandes halles, des centres commerciaux pourris pouvaient au contraire être transformés et donner lieu à une nouvelle urbanité, eh ben, c'est tout ça qui est à l'œuvre sur l'île de Nantes, dont le premier objet équipement structurant a été le palais de justice de Jean Nouvel. Alors voilà l'île en question, donc paysagère, avec différentes strates, du petit pavillonnaire, de l'industrie, des tours. C'est extrêmement disparate, c'est extrêmement divers, c'est ça qui est intéressant aussi. Et dedans, voilà ce travail d'Alexandre Chemetov qui d'abord, je souligne 3 fois, va travailler sur la reconquête des berges. Car évidemment, cette île était industrielle, là encore. Souvenez-vous des Allemands. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Les Allemands commencent par travailler sur dans la Ruhr, ce qu'on appelle le Radweg, c'est-à-dire qu'ils prévoient le chemin à vélo pour justement aller d'un point à un autre. Donc ça, c'est le côté écolo et mobilité douce, mais aussi le travail sur le paysage, tout simple. Ça ne veut pas dire dessiner forcément des choses à la Le Nôtre, extrêmement léchées, manucurées. Ce n'est pas la ville manucurée. C'est ça qui est intéressant. C'est la ville simple, mais qui reconquiert ces espaces. Et vous verrez que les architectes du Grand Paris revendiquent absolument, s'agissant de la Seine, la reconquête des berges. Pour terminer, dans les références, le projet de Massimiliano Fuchs sur un autre continent, donc au Nigeria, à Abuja, il s'agit de, là aussi, il lui est demandé, ça a été lancé par la fondation Nelson Mandela, il a gagné ce concours devant Rem Koolhaas et MVRDV, et d'imaginer une grande cité universitaire, une cité scientifique, justement, qui fabrique de l'urbain. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il va prendre, justement, dans le code génétique de la ville, on pourrait dire aussi dans le code culturel africain, puisque Abuja est la nouvelle capitale. Il y a Lagos, la capitale économique, et Abuja, la capitale. Donc on est exactement dans le schéma de Brasilia, de développer donc en effet des lieux d'éducation. Et là, vous avez des typologies de bâtiments publics et de logements qui s'inspirent justement des tissus africains. C'est évidemment, ce n'est pas une reproduction littérale. On va prendre le modèle et on va appliquer ce qui a été, mais au contraire, c'est de travailler justement sur ces abrigations, sur ces choses. Voilà ce qui fait une ville vivante, tout en reliant un lieu sacré, qui est une sorte de montagne sacrée qui est à droite de l'image, à la ville existante à gauche. Voilà, dans le détail, ce que donne cette ville qui est en cours d'étude aujourd'hui. Alors, maintenant, cette grande introduction pour en venir à Paris. Donc, je rappellerai que le Grand Paris est un projet de recherche absolument unique, car il croise la recherche et le développement. C'est-à-dire que d'un côté, il était demandé aux architectes de constituer des équipes pour réfléchir à l'avenir de la métropole post-Kyoto, donc de vraiment intégrer la nouvelle urgence à trouver des solutions, donc à refaire la ville autrement, de la repenser précisément, tout en les prévenant bien que ce n'était pas exactement comme dans une ZAC à Boulogne-Billancourt, au Bourget ou à Orly, vous voyez, où on va leur dire, voilà le plan urbain, vous gagnez le concours et vous réalisez. Là, au contraire, c'était de la réflexion. Donc, c'est une recherche-développement. C'est très important de l'intégrer. Là, vous avez vu que des projets qui ont été pensés, mûrement réfléchis et ensuite construits. Là, on est dans une démarche, justement, de l'ouverture du champ des possibles. Donc, pour rappeler les échelles et le lieu où nous sommes, parce que non, vous êtes tous parisiens, enfin, j'imagine, mais souvent les gens ne connaissent pas les chiffres. Donc, Paris, la ville intramuros, c'est 2,2 millions d'habitants pour un territoire de 105 km², tandis que la métropole en question donc, est de 12 millions d'habitants pour 12 000
en gros, kilomètres carrés. On voit tout de suite sur l'image satellite qui est là la dispersion des territoires, on sent l'étalement urbain, on sent toutes ces questions-là. On sent aussi une immense présence de la nature. Et ça, c'est quand cette photographie est apparue, on a tous été frappés de dire, mais parce que la nature, on ne la sent pas toujours. Évidemment, on connaît les grands parcs, les choses comme ça, mais la nature est extrêmement présente. Donc, vous allez voir à quel point les architectes, eux, vont évidemment s'appuyer sur cette donnée pour justement développer les choses. Alors, de la réalité des territoires à la métropole post-Kyoto, c'est la question. Il est évident que nous ne sommes pas dans le cas ni de Chandigarh, ni de Brasilia, où on part d'une ville ex nihilo, on le fait avec ce qui est. Donc, on va construire la ville sur la ville, c'est toute la philosophie développée par toutes les équipes, c'en est fini de la table rase. Ces deux images pour justement fixer la réalité. Et je dis bien la réalité, nous avions lancé ici à la Cité de l'Architecture une campagne photographique pour justement abonder les travaux des architectes qui, eux, avaient fait leur propre reportage. Mais l'idée, c'était justement de ne pas stigmatiser uniquement sur la question de la banlieue et de montrer que des tours et des bars, et de montrer la réalité des territoires, quels qu'ils soient. Et là, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'au nord-est, au nord-ouest, nous avons la butte d'Argenteuil, où on voit que l'agriculture est aux portes de la ville, on est juste à 10 km de Paris, à peine, et que dans Paris intramuros, eh bien, c'est l'incommunicabilité la plus totale. Vous êtes ici à la porte de Bagnolet, et non à Los Angeles, comme ont pu le croire certains visiteurs étrangers de mais comment cette référence à Los Angeles? Mais non, 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 non. Regardez, Auchan is not LA, et ça, c'est vraiment à Paris. La banlieue commence après. Et là, on a le symbole de l'incommunicabilité, c'est que l'infrastructure est vraiment la coupure. D'autres territoires en devenir, comme l'île Seguin, dont on va savoir très très vite dans quelques semaines ce qu'elle va devenir, suivant le scénario de Jean Nouvel, ces autres territoires. Et donc, nous sommes bien dans des stratégies pour l'avenir de la métropole parisienne. Stratégie et pas projet. Hein. Entendez bien ce mot. Il se trouve, et ça c'est très intéressant, que l'exposition qui a accueilli ici 210 000 visiteurs à la Cité et qui fait l'objet de 30 demandes d'itinérance dans le monde, a été reconnue, et notamment le fait que Télérama, quand même, le grand magazine culturel, fasse sa une avec le Grand Paris, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire peut-être que je me leurre, mais non, je ne crois pas du tout. Je crois que c'est un fait. C'est-à-dire que vraiment, la ville est reconnue aussi comme un acte culturel, et non pas uniquement comme un acte technique. Et là, je crois qu'il y a un véritable tournant. Donc la presse, évidemment, s'est beaucoup emparée de ces sujets extraordinaires de réflexion sur la ville, évidemment en France, mais aussi à l'étranger, où par exemple, je vous traduis le titre du Herald Tribune, où il parle d'un remaniement urbain extraordinaire. Ça, c'est la vision, évidemment, de la presse étrangère sur cette question, où, notamment dans cet article de Die Welt, où il compare avec Napoléon III, qui décide, avec un président, décide que la ville va changer et va donc se donner des moyens de le faire. Je vous ai mis ces deux schémas parce qu'évidemment, quand nous avons commencé, et là c'est le commissaire d'exposition qui vous parle, j'imaginais que peut-être les architectes allaient s'appuyer sur ce qu'on appelle les shrinking cities, c'est-à-dire que on a un réseau de TGV qui nous permet d'avoir des villes à 1 heure de Paris, mais c'est extraordinaire, ça va très vite, notamment Lille. Et pourquoi la réflexion urbaine n'irait pas jusqu'à intégrer des territoires qui sont extrêmement proches? Reims, par exemple, est à 45 minutes de Paris. Essayer de traverser de la porte de Saint-Cloud à la porte de Montreuil, regardez le temps que ça vous prend. C'est quand même assez extraordinaire. Ça change donc la question de la mobilité, vous change le sentiment du phénomène métropolitain. Donc ça, c'était la première interrogation. Il se trouve que le deuxième schéma qui est à votre droite vous montre ce qui ressort de la réalité du schéma de 65 quand De Gaulle, avec Delouvrier, décide donc ces villes nouvelles, ces villes dortoirs autour de Paris. Et on s'est aperçu que finalement les architectes, où avaient-ils répondu? Ni dans la première case, ni dans la seconde, mais dans l'interface entre Paris et les villes nouvelles. C'est-à-dire que c'est vraiment dans ces territoires, vous voyez, ils n'ont pas élargi le cercle, ils ne sont pas allés, à part un seul,
à part Antoine Grimbach, qui a développé toute une théorie sur l'ouverture d'une capitale sur la mer, et donc a développé son projet jusqu'au Havre. Mais à part lui, tous les autres, au contraire, ont resserré. Ils ont plaidé pour la ville compacte, voire la ville hyper compacte comme MVRDV. Alors voilà, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, cette idée force des 10 équipes européennes d'architectes. Je rappelle qu'il y avait 6 équipes françaises, 4 équipes étrangères, et que même les équipes françaises sont allées chercher des laboratoires de recherche à l'étranger. Je veux parler, par exemple, du MIT, et non des moindres, donc le plus grand laboratoire sur la mobilité dans le monde au MIT aux États-Unis, et puis de l'Université de Tokyo, par exemple, avec Jamel Klouch, qui a demandé aux Japonais, précisément, pour réfléchir aussi sur la question de la mobilité avec l'exemple de la Yamamoto Line, son appui dans l'étude métropolitaine. Donc c'est quand même très intéressant. Il y avait évidemment la TU de Berlin avec Finn Geipel, et puis la TU de Delft avec MVRDV. Alors, première question, la fin du master plan, j'y ai un peu déjà répondu. Alors là, c'est clair, je crois que la page est définitivement tournée. En tout cas, s'agissant du Grand Paris, ils disent tous qu'il ne peut pas y avoir un nouveau plan comme c'était dans les années 60. Ça, c'est impossible d'avoir un plan comme ça. Qu'il n'y a pas un plan mais 1000 plans, qu'il n'y a pas un projet mais il y a 1000 projets. C'est tout ce qu'ils vont définir. Je vous parle de plateforme où ils se retrouvent tous, hein, parce qu'après, je ne vais pas rentrer trop dans les spécificités de chacun, sinon on n'est pas couché et vous ne verrez jamais le match. Donc, je vous le dis comme ça, je vous donne les grandes lignes qui rassemblent et qui, parfois, donnent des divergences et surtout des points de vue souvent complémentaires, parfois fondamentalement divergents, mais en tout cas des points sur lesquels il y a une véritable réflexion. Alors la première chose, Christian de Porzampar, analysant le fait métropolitain, il dit très clairement que le fait métropolitain, ce n'est plus la ville classique, ce n'est plus la ville des hiérarchies de proximité. Ici, ce sont des connexions, c'est un espace virtuel. C'est-à-dire que il nous dit que la possibilité de connexion définit l'espace où les habitudes, les besoins de connexion définissent l'espace, donc on a des constellations. Vous voyez, et donc on est bien là, on voit bien qu'on n'est plus dans la fabrication des objets, la recherche des centres, que les liens entre les choses. Et c'est ça que va nous développer Christian de Porzampar avec la figure du rhizome qu'il va croiser avec celle des champs de recherche, ce qu'il appelle les fenêtres urbaines. Alors le premier rhizome pour lui, pour donner un exemple, il dit en fait que le rhizome, non, il renvoie à Deleuze, intellectuellement, mais pas seulement, c'est-à-dire qu'il dit que le premier rhizome, c'est la Défense. D'ailleurs, la Défense, ça s'appelle Paris la Défense, quand on regarde bien. C'est toujours appelé comme ça, Paris la Défense. Donc, on voit bien que je fais ce geste, c'est que Paris ressort et devient un quartier tertiaire, éminemment tertiaire, et ça va sûrement changer. Donc ça, c'est la première réflexion de Porzampar. Richard Rogers, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que la ville, en fait, repose sur l'insertion sociale et que la qualité du dessin bâti et la responsabilité environnementale, ces trois-là vont absolument ensemble. Donc ce qu'il dit très très clairement, et il a été le premier à le dire, que finalement le master plan n'était plus la question, que finalement si on veut parler d'écologie aujourd'hui, on ne peut pas dissocier cet impératif écologique de l'autre impératif qui est la question sociale, car sinon on échoue. On ne peut pas avoir une vision technique de l'écologie sans avoir une vision large sociale. Vous voyez que les deux sont intimement liés. Je rappelle que Richard Rogers avait une longueur d'avance sur tous les autres, car il avait lui-même conseillé Livingstone, le maire de Londres, donc sur une ville de taille comparable à Paris, et avec les mêmes enjeux, ville européenne, avec les mêmes questions de mobilité, de conservation du patrimoine, de toutes ces choses et de grands ensembles. Donc son avis était très très important, mais je me rappelle très bien que la première chose qu'il ait assénée de manière claire, c'est précisément ce principe. Deuxième question, une métropole compacte. Alors évidemment, là encore, on l'a beaucoup dit, vous savez que l'un des plus grands maux de notre société urbaine, c'est précisément l'étalement urbain, ce que les Américains appellent urban sprawl, mais surtout les Italiens, ils ont un mot extraordinaire qui nous la rendrait presque sympathique. Ils parlent de la città diffusa. Alors évidemment, tout de suite, c'est sympa, on se dit, mais on va s'intéresser à ces petits territoires, ces petites choses et tout. Mais en fait, c'est absolument atroce. Il faut bien se rendre compte des choses, que ces territoires qui n'en finissent jamais, qui consomment de la terre agricole tous les jours, eh bien, c'est peut-être fini. Et
Aujourd'hui, tous les architectes du Grand Paris réclament absolument, dans leurs approches, une métropole compacte. Alors évidemment, avec le projet le plus radical de tous, c'est celui de MVRDV, qui précisément, lui, est allé jusqu'à dire, mais finalement, vous, les Français, vous, les Parisiens, mais vous oubliez votre histoire. Finalement, regardez, quelle est la ville la plus dense d'Europe? La ville la plus dense d'Europe, c'est Paris. Paris est reconnu absolument scientifiquement comme la ville la plus dense grâce à Haussmann, qui en finalement a tout inventé. Donc, moi, je vais proposer d'haussmanniser Haussmann, c'est-à-dire de rajouter de la compacité à la compacité. Alors voilà, le projet est très théorique et autres, il a fait beaucoup réagir, mais néanmoins, la réflexion est intéressante sur comment créer de la compacité, on pourrait dire de l'hypercompacité. Jean Nouvel, là aussi, qui a travaillé avec Jean-Marie Duthiel et Michel Cantal-Dupart, là on voit à quel point, en effet, là aussi, le principe est de ramener vers le centre, hein, toujours de resserrer les choses. Richard Rogers, toujours le même, qui lui propose de nouvelles armatures urbaines. Il propose précisément aussi de transformer les coupures en coutures. Ça, c'est un des points les plus importants. Il propose la transformation notamment du périphérique, qui est... Je rappelle que dans l'histoire parisienne, là aussi, le post-Haussmann, on a construit l'enceinte, croyant nous protéger de la grosse Bertha, quelle erreur stratégique. Bref, après, on a démoli les fortifs et c'est devenu le périph'. Donc, et le périph' est devenu une nouvelle coupure urbaine. Donc là, aujourd'hui, le travail est précisément sur la reconquête des infrastructures. Donc le propos de Rogers n'est pas du tout écolo en disant il ne faut plus de voitures à Paris, c'est plus possible. C'est pas du tout ce qu'il dit. Il dit au contraire, il faut que les voitures circulent car c'est un mal nécessaire, il faut faire avec. Mais pour autant, ça ne doit pas être une coupure, ça doit être au contraire une transition. Donc il va énormément travailler sur ces questions et s'appuyant sur un exemple européen réalisé, qui est l'enterrement de la M30 à Madrid, qui est complètement réalisé et sur lequel il y a tous les équipements urbains, tous les espaces publics, culturels, sportifs. Vous voyez, donc tout ça est déjà à l'œuvre. Donc il dit pourquoi ça serait possible à Madrid et pourquoi ça ne serait pas possible à Paris. Vous voyez, donc on n'est pas du tout dans l'utopie, car j'ai oublié de dire que tous les architectes, alors là, on refusait la question de l'utopie, mais d'une manière, mais j'allais dire, radicale. Ils ne veulent absolument plus être associés à ces approches d'un Paul Mémon, d'un Yona Friedman avec sa ville spatiale, vous voyez, toutes ces choses extraordinaires qui nous ont délectés à une certaine époque, mais ils ne veulent absolument pas, ils veulent être dans le réel. Et donc ce qu'ils proposent, ce sont vraiment non pas des visions urbaines, mais vraiment des stratégies pour changer la ville, pour changer la donne, virgule, et tout de suite. Voilà le travail de Finn Geipel. Donc, Finn Geipel, justement, il travaille aussi sur l'idée que la métropole doit se construire sur la métropole. On a ce principe de, justement, la ville sur la ville. Vous voyez, c'est vraiment le principe du palimpseste, de toutes ces couches qui vont précisément faire de l'urbain. Et donc, ça en est fini de la table rase. C'est l'une des très, très grandes questions. Alors, évidemment, la question là-dedans qui émerge, et c'est le cas de le dire, c'est la question de la tour. Alors on est bien d'accord que la tour n'est pas la réponse à la densité, on est bien d'accord là-dessus, parce que ça c'est un faux sujet. En revanche, la tour peut participer à cette notion de densité en justement économisant du territoire urbain, précisément connectant, en se posant sur des gares et autres, vous voyez, des éléments, et c'est d'ailleurs le projet de Tom Main sur la Défense, qui avait été développé, la tour phare, que nous avions présenté ici à la Cité de l'Architecture, eh bien, qui peut évidemment changer pour partie la donne. Mais on est bien d'accord que le propos n'est pas du tout de développer des tours, ni même d'entourer Paris d'une ceinture de tours, quoique MVRDV l'ait fait, en disant, mais puisqu'on va être hyper compact, le périphérique, eh bien on va le construire, on va le densifier, et il a hérissé les 30 km du périphérique d'une ceinture de tours. Donc voilà. Troisième point très très important, la mobilité pour tous et partout. Alors ça, évidemment, en ce moment, tout le débat sur le Grand Paris tourne sur la question des transports, donc je ne vais pas développer plus ça, mais il se trouve que ça, c'est la question sur laquelle tout achoppe, que c'est la question, évidemment, améliorer le réseau de transport, c'est une évidence, développer 32 gares, faire le double 8, bien sûr, mais aussi tresser les mobilités. Et donc, les architectes ont énormément travaillé à l'échelle territoriale sur l'idée, évidemment, aussi qui contredit l'étalement urbain, que précisément l'étalement urbain, il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est qu'à la fois ça accroît la fracture sociale, puisque
plus vous vous éloignez des centres, moins vous en profitez, et en même temps, ça accroît la facture énergétique. Et ces deux choses-là, évidemment, appellent à une nouvelle carte des mobilités. Donc tous les architectes, quels qu'ils soient, ont travaillé sur ces questions. Paola Vigano, que vous venez de voir juste avant, disait se déplacer, avoir une accessibilité généralisée, avoir même les mêmes conditions dans toute cette région. Elle proposait même dans son concept de ville poreuse qu'il y ait toujours un moyen de transport à un quart d'heure du lieu. Vous voyez, il y a du travail à l'échelle de l'Île-de-France, hein, parce que, évidemment, si vous habitez Paris, on a l'un des plus beaux systèmes de transport du monde. C'est reconnu par toute la planète. Donc, évidemment, vous ne vous sentez pas concerné. Mais il vous suffit de franchir un peu le périphérique, vous allez voir que la galère va commencer. Car j'ai oublié de citer aussi un chiffre, c'est que dans les déplacements en Île-de-France, plus de 65% se font de banlieue à banlieue. Et là, tout est dit. Donc, Finn Geipel. Richard Rogers, évidemment, vous voyez toujours ce principe d'articulation extrêmement fort, des tram-trains, je ne vais pas développer tout l'arsenal de propositions qu'ils ont faites, je vous mets là les grandes lignes, et vous voyez bien à quel point leur maillage est multipolaire, hein, ils croisent, évidemment, c'est toujours croisé. Ils avaient fait ça avant que Christian Blanc sorte son projet du Grand 8. Hein, donc le Grand 8 n'est pas intégré à ce projet. Et encore une fois, il s'agissait de réfléchir à des questions. Donc ne vous étonnez pas de voir le Grand 8 non intégré à tout ça. Hein. Christian de Porzampar qui proposait précisément de construire sur le périphérique un monorail qui évidemment ne se contentait pas de faire le tour de Paris, mais aussi allait tout de suite irriguer la banlieue. C'était le principe. Christian de Porzampar qui, évidemment, dans sa proposition, avait imaginé et proposé, il soutient toujours cette idée, qu'on désactive la gare du Nord, la gare de l'Est, et qu'on fasse un pôle à Aubervilliers qui serait un pôle de l'île Nord, de l'Europe du Nord, qui pourrait absolument irriguer tous les territoires de l'île à Moscou, en passant par Londres, Bruxelles et Copenhague. Donc voilà un schéma possible, évidemment, de récupérer les emprises ferroviaires et de les transformer en parcs. Voilà, donc ici on voit bien que Richard Rogers est un peu sur la même idée, sauf que lui il ne désactive pas les gares, il couvre les voies. On voit bien encore une fois comment l'approche de Rogers est toujours que l'infrastructure ne prenne jamais le pas sur la ville, qu'au contraire, que l'infrastructure soit le socle d'une nouvelle urbanité. Et c'est ça qui est très très intéressant avec sa manière d'avaler la ville, vous voyez, d'avaler les contingences techniques pour justement créer de l'urbain. Donc lui aussi développe le long des voies à partir des gares, justement, proposant que les trains circulent en tunnel, eh bien, de nos grands parcs urbains, de grandes vallées urbaines qui vont proposer d'autres espaces au public. Jamel Clouche, donc lui aussi dans son analyse sur les transports a proposé, et c'est le plus jeune des équipes, c'est assez intéressant de voir qu'il est celui qui a positionné son étude sur précisément une étude presque patrimoniale. Donc il a parlé de la métropole héritée, tout ça pour dire qu'évidemment il allait construire sur le construit, qu'on allait faire avec ce qui existe, mais il pousse encore plus loin en essayant de dynamiser, et c'est ça son idée, 17 pôles en Île-de-France, dont certains dans Paris Intramuros, comme le super grand Louvre, qui s'appelle le TTGL, qu'il voit. Alors c'est déjà un grand musée, c'est déjà un centre commercial, donc lui, il rajoute encore des fonctions, vous voyez, il centralise un maximum, exactement comme MVRDV avait proposé dans son principe, en effet, de méga concentration, à transformer la gare de RER, la gare d'interconnexion au Halles, comme la plus grande des gares des TGV. C'est-à-dire que vous avez eu tous les TGV, tous les RER, vous voyez, pour montrer à quel point on pouvait être hyper dense dans tous les domaines. Bon, encore une fois, c'est une approche théorique, mais on voit quand même que cette notion de hyper-mobilité, de hyper-densité revient toujours à partir de la question de la mobilité. Et ça, c'est toute la leçon, évidemment, japonaise, car je vous rappelle que Jamel Clouche avait travaillé avec l'Université de Tokyo. Castro, qui lui va
là aussi, dans ces maillages de mobilité, va intégrer les canaux, va absolument développer des transports sur le réseau fluvial. Il va aussi, évidemment, croiser ça avec du tramway, du train, évidemment, s'appuyant sur tout ce qu'il avait déjà bien exploré du temps de banlieue 89. Donc là, on a aussi un travail sur le maillage des transports. Alors, point très très important de la logique de transformation, on a parlé de la Ruhr tout à l'heure, et évidemment, les architectes, Jean Nouvel en tête, ont posé la question des grands ensembles, et c'est là qu'intervient un sujet des plus importants, parce qu'ils ont très peu parlé de la question des banlieues, et en effet, ils l'ont intégré dans une démarche plus globale pour justement vraiment faire comprendre, et notamment au public, que c'en était peut-être fini de la démolition aveugle, que le patrimoine des grands ensembles, quand même les architectes ont réalisé des ensembles assez extraordinaires. Peut-être a-t-on oublié des espaces publics, peut-être a-t-on oublié en effet quelques interfaces. En effet, et beaucoup d'erreurs ont été commises, nous le savons, mais pour autant, faut-il tout envoyer à la casse? La réponse, on sait, est évidemment non, et donc les architectes, comme Jean Nouvel notamment, proposent de construire les grands ensembles. C'est-à-dire, c'est vraiment, là aussi, densifier, récupérer, mettre des éléments de programme, c'est-à-dire remettre de l'économie, de la culture, du social dans les grands ensembles notamment, et pas seulement, mais précisément en commençant par là. Donc là, on a un travail très très intéressant qui, alors là aussi, tord le cou définitivement à l'idée de la table rase pour précisément être dans du déjà là et de la réhabilitation au sens social du terme. C'est-à-dire que pas uniquement réhabilitation, on va mettre de la couleur sur les barres, ça ne saurait suffire. Donc voilà les transformations qu'il a, par exemple, proposées avec des images, vous voyez, de choses où une barre un peu anodine, voire il parle beaucoup des immeubles approximatifs, vous voyez, qu'eux aussi ont peut-être droit à une nouvelle vie. C'est vrai que pourquoi détruire des structures, pourquoi ne pas les changer? La Caton Vassal font un travail extraordinaire sur une tour d'habitat social, par exemple, sur le long du périphérique à Paris. C'est tout à fait intéressant de voir comment on transforme une tour d'aucuns la jugeraient ingrate, voire pire, et qui, justement, est appelée à un devenir tout à fait intéressant avec un agrandissement des logements et pas uniquement à de la cosmétique. Et c'est tout le travail qui est proposé par les architectes aujourd'hui. Donc là, il y a une véritable évolution. Donc je vous parlais de l'osmanisation d'Haussmann, ce que MVRDV a appelé Haussmann solidaire, c'est-à-dire que justement, rajouter une couche. Donc voilà comment il imagine. Donc évidemment, donc c'était il a fait toute une étude sur programmer le bâti pour éviter l'étalement urbain, au contraire de surdensifier les choses. Donc voilà ce que ça pourrait donner. Et puis évidemment, dans le tissu pavillonnaire, les architectes ont tous globalement demandé une déréglementation de façon à ce qu'on puisse construire différemment, construire plus. Et notamment tout le travail d'Yves Léon avec le groupe Descartes est tout à fait intéressant dans ce domaine sur justement d'autres possibles. Il dit notamment qu'on ne peut pas refuser d'améliorer la vie des gens, maintenant sous prétexte de faire un projet dans 10, 15 ou 20 ans. Donc lui, ce qu'il propose, Yves Léon, c'est vraiment de le faire tout de suite. C'est-à-dire que ça, il suffit de changer la réglementation et vous pouvez construire. Qu'est-ce qui empêche de quelqu'un de densifier sa propre parcelle? Dans du pavillonnaire, vous voyez, on n'est pas dans une cité-jardin d'un architecte célèbre dont il faudrait respecter. Vous voyez, on est dans du pavillonnaire, j'allais dire, d'une banalité à pleurer. Et c'est ça qui est intéressant. C'est le travail sur le banal, autant que sur le travail sur les grandes pages des années 60, autant que sur l'approche métropolitaine. Donc encore l'AUC qui propose lui aussi, évidemment, de faire avec, de transformer, vivre avec l'eau. Alors évidemment, aujourd'hui, ce thème, il tombe mal, vu l'actualité qui endeuille la France aujourd'hui, mais néanmoins, la question, elle est fondamentale par rapport à la question de la Seine, et des autres cours d'eau qui irriguent l'Île-de-France. Il se trouve que la Seine, qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme vous le savez, est par ailleurs un lieu complètement inaccessible, c'est-à-dire que seules les industries, c'est un peu comme à Barcelone avant les Jeux Olympiques, il y avait accès. C'est vraiment industrialisé à l'est
comme à l'ouest. Vous pouvez regarder. Donc nous, on est resté sur des images des impressionnistes. Vous savez, la Seine, ça c'était magnifique, très beau. Vous allez au musée d'Orsay, vous avez de très belles pages de la Seine. Sauf que essayez d'y aller maintenant, c'est très différent. Peut-être à Chatou encore, on peut peut-être retrouver sur les traces d'un Monet. Peut-être que oui. À Giverny, c'est sûr, mais avant, c'est beaucoup moins sûr. Donc évidemment, les architectes demandent à pouvoir reconquérir les berges, à travailler justement sur ces questions de crues, évidemment, puisqu'on nous annonce toujours une crue centenale à Paris, et puis aussi de travailler exactement comme les Hollandais le font avec l'eau. C'est-à-dire que ce soit une donnée, et évidemment, de l'urbanisme contemporain. Donc, évidemment, dans la ville poreuse, Bernardo Secchi et Paolo Vigano parlaient évidemment de tout ça, de travailler justement sur ces zones qu'on pouvait reconquérir, pour créer évidemment toujours de la diversité. C'en est fini la monofonctionnalité, je l'ai dit tout à l'heure. Yves Léon, voilà aussi, qui justement propose cette reconquête des berges de la Seine avec des nouveaux programmes, avec évidemment développer, en faire un axe extrêmement touristique. Il part même du fait que les touristes pourraient se baigner dans la Seine, que ce soit même peut-être un thème tout à fait à explorer. À Berlin, par exemple, sur l'Ache-Pré, il y a des exemples de piscines assez extraordinaires. Les gens ne se baignent pas dans l'Ache-Pré, mais ils sont quand même sur des piscines flottantes sur l'eau. C'est quand même assez extraordinaire. Donc on voit qu'il y a une thématique autour de la question de l'eau qui inclut le logement comme le reste d'une manière tout à fait intéressante. Et dans les projets de l'Europan, on voit bien qu'il y a énormément de projets qui sont toujours en relation avec l'eau. Donc je pense que là, nous avons peut-être un déficit de réflexion sur ces sujets et que les architectes du Grand Paris nous invitent à accélérer justement l'exploration de tout ça. Voilà, par exemple, ce que propose l'équipe de Fingeipel, justement au bord de ces territoires inaccessibles. Vous voyez que toujours, ce sont des équipements multifonctionnels. Voilà une version à la fois extrêmement moderne, incluant justement ces fameuses tours, donc avec l'équipe de Jean Nouvel, mais aussi, là, on voit bien comment les rives sont reconquises. Or là, aller à Gennevilliers, par exemple, ça c'est le port de Gennevilliers vu par Jean Nouvel, avec sa transformation d'une plateforme logistique qui va être justement proposer un autre paysage. Roland Castro, par exemple, dans ses images, a proposé quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que la plateforme logistique soit aussi une plateforme d'accueil pour l'opéra. Et il a fait une sorte de copier-coller avec l'opéra de Sydney, non pas pour reconstruire l'opéra de Sydney au milieu du port de Gennevilliers, mais pour dénoncer la monofonctionnalité du lieu. On disait, mais pourquoi il n'y aurait pas un équipement culturel, par exemple, là-dessus? Et dès lors, tout changerait. Évidemment, on verrait la ville autrement et on vivrait avec les containers. L'opéra d'Oslo est justement de Snohetta, qui est un des chefs-d'œuvre de l'architecture contemporaine aujourd'hui, précisément participe de cette reconquête, exactement au milieu des containers. Donc pourquoi ça ne serait pas possible? Voilà. C'est toujours ça qu'ils poussent dans leur démarche. Alors, de l'eau à la ville nature, évidemment, la transition est facile. Vous savez qu'on a commencé avec Champ-de-Bigard, qui est quand même l'un des modèles de la ville nature, où Le Corbusier disait que justement le jardin allait faire la ville, hein, c'était son expression. Eh bien, évidemment, c'est l'une des grandes pistes de réflexion des architectes dans le cadre du Grand Paris, s'appuyant évidemment sur ces fantastiques ressources existantes de l'Île-de-France. Les grandes forêts domaniales, bien sûr, que Yves Léon, par exemple, propose d'agrandir. Alors Richard Rogers, lui aussi, vivant dans la ville qui est protégée par la Greenbelt, je parle de Londres, évidemment, va préconiser ce même genre d'approche sur la question végétale. Antoine Grimbach, lui, va proposer, alors là, puisqu'il est dans un scénario très différent, qui est le plus étendu, précisément, de rester dans une contextualité intéressante et dans les méandres de la Seine, d'intégrer précisément des grandes plateformes vertes qui pourraient être justement des grands maraîchers qui pourraient nourrir l'Île-de-France. C'est aussi ça, c'est qu'il y a une traçabilité de la nourriture à partir de la question de l'agriculture urbaine. Car j'ai oublié de parler de ça, mais quand même la grande invitée surprise de la consultation du Grand Paris
eh bien, c'est l'agriculture urbaine. Et ça, c'est un phénomène tout à fait intéressant. Or, je note que Herzog et de Meuron, qui sont chargés de faire l'exposition universelle de 2016, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont choisi comme thème? Précisément l'agriculture urbaine, et où toutes les parcelles vont être des parcelles d'expérimentation sur l'agriculture et la nourriture. Donc là, c'est quand même, on voit qu'il y a une véritable transition et que on peut se demander si précisément l'agriculture ne va pas être le nouveau ciment de l'urbanisme de demain. C'est une vraie question. Et Bernard Eichen, qui me succédera à cette table dans quelques jours, je suis sûr qu'il vous montrera son travail sur le SCOT de Montpellier, où il travaille avec des viticulteurs, où il travaille justement avec donc, le patrimoine de la ville, le patrimoine aussi, les AOC, pour précisément arriver à juguler la ville et fabriquer des choses en interface. Donc là, il y a quelque chose d'extrêmement fort qui est issu du Grand Paris, et donc Grimbach, dans son projet, lui, l'intègre et propose un tressage des mobilités, exactement comme il propose une alternance de végétal et de bâti, et tout ça jusqu'au Havre. Le groupe Descartes qui précisément propose d'agrandir les forêts, les grandes forêts qui font notre patrimoine francilien, précisément d'agrandir des forêts. Pourquoi? Pour évidemment faire aussi descendre la température, car on nous annonce que, évidemment, peut-être qu'un jour, dans X années, Paris aurait la température de Cordoue. Alors peut-être qu'il faut commencer en effet à descendre la température, et il propose de planter tout de suite des grandes forêts autour des grandes forêts pour précisément arriver à des équilibres. Il se trouve que MVRDV a la même idée. Lui, il fait la forêt autour de Roissy. Donc, évidemment, l'idée n'est pas de faire atterrir les avions sur des arbres, mais de changer l'écrin de Roissy, d'en faire là aussi un poumon extrêmement fort, qui, outre le fait que ça pourrait être un lieu où les gens pourraient aller se promener ce week-end, quoiqu'il y a déjà beaucoup de forêts, la forêt d'Alat, la forêt de Chantilly qui sont tout à côté, mais précisément d'agrandir le territoire forestier. Et on voit bien qu'il y a la même idée quand même. Et pour les mêmes raisons, pour trouver de nouveaux équilibres et faire descendre cette température. Alors voilà le groupe Descartes qui, justement, sur l'agriculture urbaine, vous voyez exactement l'état d'aujourd'hui et ce que ça pourrait devenir avec un véritable travail sur les dépassant les simples évidemment, les jardins ouvriers qui sont dans notre patrimoine francilien. Il y en a énormément des éléments dans des projets faits avec Alexandre Chemetov, il y a beaucoup d'architectes qui ont déjà travaillé sur ces questions-là. Mais là, c'est de le développer à des méga échelles et faire que l'agriculture produise vraiment en ville. Pareil, Fingeipel, vous voyez, je pense que les images sont très parlantes. On voit à quel point la nature, l'agriculture intervient absolument là-dedans. Donc c'est vrai que c'est la fin de l'opposition de la ville et de la nature. On voit bien qu'au contraire, elles sont absolument en symbiose. C'est ce qu'appelle de ses voeux la consultation du Grand Paris. Voilà encore une approche d'un territoire un peu laissé à l'abandon, en véritable parc à l'échelle du métropole, aux étangs de Grigny. Donc Grigny, la grande borne, Émile Aillot, on va pas développer ça ce soir, mais c'est pour vous dire qu'à côté, pourquoi il n'y aurait pas ce grand parc alors que c'est là, il y a juste à faire, il y a juste à appuyer sur le bouton. C'est ce que dit le groupe Descartes. Et Castro, lui, une des figures, il fait partie de ces architectes qui vont revendiquer l'une des figures mythiques de l'urbanisme de la ville moderne, qui est Central Park à New York. Et là, il va prendre un parc qui est précisément pas bâti. C'est-à-dire qu'il va prendre l'une des plus belles richesses de l'Île-de-France, qui est le parc de la Courneuve, qui est un parc dans une sorte de grand paysage, voyez, où un peu plus loin, vous avez Villepinte, un peu plus loin, vous avez Roissy, un peu plus loin, vous avez la ville, mais c'est avant tout une sorte de territoire où on respire. C'est quand même pas mal, puisque la fameuse cité des 4000, les fameuses cités des Courneuves, est de l'autre côté de l'autoroute, comme par hasard, coupée par l'infrastructure, une fois de plus. Donc lui, ce qu'il propose, c'est précisément de faire un effet Central Park sur le parc de la Courneuve, c'est-à-dire de créer de la valeur, c'est-à-dire de bâtir autour. Voyez, avec cette image, évidemment, dont la référence new-yorkaise est évidente. Donc ça, c'est l'approche de Roland Castro sur un paysage existant
sur lequel il va greffer la ville. Alors que à l'inverse, on avait fait pousser un parc au milieu des buildings. Ce n'est pas tout à fait la même démarche. C'est intéressant de voir comment les choses s'inversent. Richard Rogers, lui, a proposé évidemment aussi la végétalisation de la ville, la végétalisation d'Haussmann, là où notre ami hollandais, lui, propose de densifier et de mettre des capteurs solaires d'ailleurs sur le toit pour passer la dernière couche de la densification. Lui propose beaucoup plus de transformer les toits de zinc en toits verts. Donc là aussi, on voit comment la nature pourrait reconquérir même le vieux Paris. Pour finir, 7e idée force, et non des moindres, parce qu'elle est importante, et vous allez voir, je vous parlais tout à l'heure de Richard Serra, de Christo dans Hampshire Park, l'art au cœur des territoires. Il se trouve que 2 équipes, 2 seulement, mais quand même c'est là, et c'est très présent. Vous allez voir d'une manière territoriale très développée, comme le travail d'Antoine Grimbach, là encore, qui va ponctuer tout son paysage, qu'il va développer jusqu'au Havre, précisément d'événements artistiques, lui avec un artiste, Danny Caravan, donc il a imaginé comme ça un programme séquentiel, et puis Jean Nouvel qu'il a vu très différemment en travaillant précisément sur l'existant et en transformant peut-être ce qui était le plus répulsif. Donc peut-être que dans l'imaginaire des Parisiens, le plus répulsif, là si on fait un petit sondage, très vite la tour Montparnasse arrive en tête de sondage. Alors voilà, pourquoi finalement la tour Montparnasse ne deviendrait pas une autre icône, celle qui attirerait le monde. Donc il a appelé son ami Frank Gehry et il a demandé d'imaginer comment on pourrait transformer la tour Montparnasse. Et il fait il coiffe la tour d'une sorte de structure absolument extraordinaire qui va justement rentrer dans le nouveau paysage et va faire lire la tour autrement. Alors évidemment, c'est une installation, peut-être que, je sais pas, il y aura un bar extraordinaire, hyper chic, on peut tout imaginer en termes de programmation de ce travail. Mais ce qui est intéressant là, c'est que vous avez, et cette image est très habile, c'est qu'elle vous met le pont Alexandre III, le dôme des Invalides et la tour Montparnasse, vous voyez, dans une trilogie absolument incontestable, finalement. C'est une question de regard, il n'y a pas de problème. L'art va irriguer les territoires, à commencer évidemment par la Seine. Et Jean Nouvel, évidemment, va développer toute une théorie sur l'urban art en demandant aussi à ce que la Seine participe à l'événement, que l'art soit partout et pas uniquement devant les beaux musées. Et avec Jenny Holzer, par exemple, artiste qui travaille avec ces mots extraordinaires. Rappelons-nous de l'installation sur le bâtiment de Misandero, sous la sous-face du bâtiment, par exemple, évidemment, va travailler avec ces mots qu'il va intégrer sur l'eau. Et avec son ami Daniel Buren, ils ont imaginé donc une grande campagne qui pourrait être lancée sur des concours avec des artistes qui pourraient, devant le patrimoine le plus connu, comme dans des lieux les plus approximatifs et informels, avoir droit de cité. Donc là, il y a un travail, vous voyez, d'infiltration de l'art sur le territoire tout à fait intéressant. Donc voilà le projet de Jean Nouvel en termes d'urban art, qui est donc là aussi intégré autant que la question des grands ensembles, vous voyez, c'est d'imaginer comment notre périphérique, notamment, pourrait changer. Ouais. Donc toutes ces visions sont des visions généreuses que ont offert les architectes, tout ce champ des possibles, et je terminerai là-dessus. C'est ça le Grand Paris, c'est comme ça qu'ils l'ont imaginé. Alors pour vous le résumer, c'est quand même une fiche, la fiche mémo. C'est une démarche de recherche et développement inédite, une consultation organisée par le ministère de la Culture et non. Et là aussi, il y a un fait important, c'est-à-dire qu'on a vu comment la question de la ville est passée aussi du côté de la culture. C'est une approche culturelle, poétique. Jean Nouvel, c'était le seul, quand on lui a demandé dans l'exposition comment il allait mettre un plan, il a dit, je ne mettrai pas de plan, je mettrai des mots. Il a fait un inventaire à la Pérec, vous savez, sur j'aime la 86, j'aime les territoires informels, il faisait aimer tout ce qui était détestable, c'était fantastique. Et c'était une approche poétique de la ville, c'est-à-dire qu'il demandait à lire la ville autrement. Et je rappellerai que cette démarche du Grand Paris a été organisée
de concert avec la ville de Paris qui a investi dans le diagnostic des architectes, la région Île-de-France qui a financé l'itinérance dans la région et l'association des maires d'Île-de-France. Voilà pour vous rappeler le contexte. Et 10 équipes européennes, 9 mois de réflexion, 5000 pages de diagnostic et de prospective, une exposition itinérante dans le monde, vecteur de débat, ce qu'on appelait les rendez-vous du Grand Paris. Les prochains auront lieu à Vienne au mois de septembre, à Berlin au mois de janvier prochain, sans parler évidemment de tous ceux que va organiser l'Atelier international du Grand Paris au Palais de Tokyo, qui est juste à côté de nous. Voilà l'histoire du Grand Paris dans cette grande histoire de la métropole.